Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Equinox ce soir. Depuis 2 semaines maintenant, des dizaines de familles quittent quotidiennement le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour trouver refuge dans certaines grandes villes de la partie francophone du pays. Les gages de sécurité annoncés par Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur de la région du nord-ouest, tout comme la descente de Bernard Okalia-Bilaï, son collègue du sud-ouest, à la gare routière My 17 à Buea, n'ont pas pu freiner l'option d'exil volontaire à laquelle est arrivée cette nombreuse population. Les deux prises entre deux feux. Quand le nord-ouest et le sud-ouest se vident, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Nord-Ouest, Sud-Ouest, l'exode. Pour en parler, je suis avec Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Tout à fait. Comme toujours, une nouvelle fois, j'ai envie de vous demander où est passé le candidat Adamou Ndamdjoya. Le candidat Adamou Ndamdjoya est là. On ne le voit nulle part, sur les plateaux, on le voit nulle. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est tout simplement que chacun a sa stratégie de campagne. L'UDC a 26 ans, ce qui veut dire que si le vice-président de l'UDC est sur votre plateau, Adamou Ndamdjoya ne dira pas le contraire de ce qu'il dit. Parce qu'en fait, cumuler 26 ans à l'Union démocratique du Cameroun, c'est avoir une idéologie, c'est avoir un programme, c'est avoir une façon de faire, une façon d'être. Donc, je pense que avec notre journée républicaine, un mois pendant 5 ans, avec les programmes, je dois vous rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de décentralisation, on parle de fédéralisme. C'est en 1993 que nous avons sorti pour le nouveau fédéralisme, le fédéralisme des régions. Oui. Donc vous devez comprendre que, logiquement, chaque militant de l'UDC est capable aujourd'hui de pouvoir parler de son parti, de pouvoir parler de son programme. Et le président, en réalité, n'est-ce pas, c'est qu'il peut compter sur des piliers. Moi, je suis là aujourd'hui avec vous. Considérez que vous êtes avec le président Adamou Ndamdjoya. Ok, on l'espère. Sur ce plateau également, Guy Hervé Fonga, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui, chaque jour, prennent le même plaisir à regarder cette émission qui, de manière progressive, s'inscrit comme une référence dans le PAC. Le paysage audiovisuel camerounais. Tout à fait. Voilà, vous êtes communicant, mais aussi directeur de la publication Afrique Info. Oui, j'ai le bonheur de coordonner une rédaction de jeunes personnes assez dynamiques et sympathiques. Donc ça fait quelques années qu'on est là. Je suis d'ailleurs très heureux de remarquer que nous avons quasiment reçu sur notre plateforme tous les chefs, au moins tous les candidats à la présidentielle, en dehors du président Paul Biya. Et donc, je remercie ceux-là qui font confiance à cette plateforme-là. On a bien compris avec nous, avec Afrique Informe, que la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celles qui suivent exactement la même tendance. Donc il fallait offrir une alternative de qualité à côté des médias traditionnels aux élect acteurs, comme j'ai appelé, parce qu'aujourd'hui on a affaire à une nouvelle race de personnes qui sont plus informées, donc qui sont plus exigeants que l'élect acteur d'il y a 20 ans. Donc Afrique Informe apporte cette valeur ajoutée là pour mettre à disposition l'offre politique des candidats auprès des populations. Ok, sur ce plateau également, c'est Simon Kakak, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalon autour, bonsoir à tous les copanélistes. Oui, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout, coordonnateur régional du mouvement NAO. Non, pas du mouvement NAO, je suis coordonnateur régional de l'AFP. L'Alliance des forces progressistes. Voilà, l'AFP. Voilà. Et je profite de cette tribune pour saluer tous les membres de la coordination régionale de l'AFP. Oui. Et je profite de cette tribune pour saluer la présidente nationale Issa Diop. Et bien entendu, je profite de cette tribune pour saluer le candidat de l'AFP, le bâtonnier Akiloma. Voilà, je reste avec vous, maître Kakak. Le week-end dernier, on a vu cette descente du gouverneur de la région du sud-ouest à la gare routière My 17. Ceux qui connaissent viennent de la ville de Buea. Dans l'optique de dissuader ces populations-là qui, depuis plusieurs jours, avaient décidé de quitter
la ville de Buea. Comment comprendre le geste du gouverneur? Non, en fait, je pense de mon point de vue que le gouverneur Bernard Okalia Bilaye, puisqu'il s'agit de lui, Oui. Il est dans son rôle. Hein. Il a fait son travail de gouverneur de la région. Mais je pense que c'est peine perdue parce qu'en réalité, ce n'est pas cette action-là que nous attendons du gouvernement. Bon, je ne peux pas tirer sur le gouverneur parce que ce n'est pas lui qui... Est-ce qu'en même temps, il devait rester chez lui, pour ceux qui connaissent bien Buea, et on lui dit que la population est en train de partir, rester les bras croisés. Est-ce que cette descente-là, hein, comme on dit, avait pour but de dissuader et non d'empêcher? Non, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le gouverneur Okalia est dans son rôle. Il a bien assumé ses fonctions. Oui. C'est cette attitude-là qu'on attend d'un gouverneur. Mais ce qui est déplorable, c'est que quand une situation devient complexe comme celle-là, ce n'est plus le gouverneur qui prend les grandes décisions. Lui, il a fait son travail de gouverneur, mais ce n'est pas cette action que le peuple attend du gouvernement aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de voir nous convainc aujourd'hui que nous sommes déjà en guerre. Avant, on avait l'impression que la situation allait s'arranger, mais là, tous les Camerounais commencent à comprendre que la situation s'est tellement empirée que là, maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus, donc c'est déjà une situation qui doit interpeller le gouvernement au premier chef. Et je pense que le président Biya lui-même est rentré. Il était encore en Europe. Oui. Il est rentré, je crois, il y a 2 jours. Oui. Je pense que c'est lui-même que le peuple attend maintenant. Il faut qu'il saisisse les taureaux par les cornes en prenant une décision. Mais moi, je pense que la meilleure attitude, de mon point de vue, est aujourd'hui qui s'adresse à ces populations qui sont totalement désespérées. Parce que ce qui se passe... Qui s'adresse ou bien qu'il effectue le déplacement? Non, je ne sais pas si c'est nécessaire qu'il effectue le déplacement. Mais moi, je pense que même un simple discours d'assurance peut ramener les uns ou les autres à comprendre que la situation est encore gérée par le gouvernement. Parce qu'il faut quand même noter que depuis pratiquement 2 ans que cette guerre perdure, il faut quand même reconnaître que le chef d'État n'a pas encore... Non, la crise ou la guerre, parce qu'il faut qu'on s'entende bien. Oh, écoutez, bon, maintenant... Parce que les armes ont commencé à crépiter, je crois, aux alentours du 1er octobre, non, écoutez, 22 septembre non, dans 2017. Dans tous les cas, nous sommes dans cette situation, peut-être c'est en train de s'aggraver, mais nous sommes dans cette situation depuis de longs mois déjà. Voilà. Et ce que tous les Camerounais qui attendent, j'allais dire, le règlement de cette crise, ce que ces Camerounais attendent du chef de l'État, c'est un discours d'apaisement. On a quand même l'impression que depuis le début, il n'a jamais prononcé un véritable discours d'apaisement qui peut rassurer les populations. Je pense que le gouverneur Okalia, il fait son travail. Il fait son travail. On ne peut pas dire qu'en tant que gouverneur, il doit rester indifférent. L'attitude qu'il a eue, c'est l'attitude normale d'un haut administrateur dont la région est en difficulté. Mais moi, je pense qu'en ce moment, ce n'est plus Okalia qui doit agir. C'est le chef de l'État lui-même. C'est lui le premier Camerounais. Quand la situation arrive à ce stade, il faut que lui prenne ses responsabilités, qu'il descende de son piédestal de chef d'État et s'adresse aux Camerounais pour leur tenir un discours d'apaisement qui va certainement rassurer les populations. Ce n'est que de cette façon-là que les populations peuvent être convaincues de rester sur place. Gervais Fongan, un discours chef de l'État peut ramener toute cette population qui a choisi l'exil volontaire. Restons dans le sud-ouest d'abord. On va parler du nord-ouest après, parce que la réaction du gouverneur Adolphe Lélé de l'Afrique est différente. Restons pour le cas du sud-ouest. J'ai envie de dire que Bernard Okalia Bilaye utilise les moyens à sa disposition et il se bat avec les armes qu'il a en ce moment. Et je suis très mal à l'aise avec le reproche qui est fait au chef de l'État qui est présenté comme celui-là qui devrait, j'allais dire, amener la sérénité, la paix au sein des populations. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun vit un tournant décisif et historique de son histoire avec l'élection présidentielle qui arrive. Donc on a 9 candidats qui, à mon sens, devraient de manière publique et sévère condamner les actes barbares qui s'y déroulent et prendre position de manière ouverte. Je suis très peiné de remarquer que parmi ces candidats, vous en avez quand même qui soutiennent publiquement l'assassinat des autorités. Parmi les 9 oui, parmi les 9, vous avez des candidats qui soutiennent ceux qui développent de manière quotidienne une rhétorique de la violence, de la haine, qui sont soutenus par les candidats aux élections présidentielles. Je pense que ce n'est pas de nature à ramener la sérénité. Il y a un certain parti Singana, que tout le monde connaît, très actif sur les réseaux sociaux, qui depuis plusieurs mois développe une rhétorique violente sur les réseaux sociaux
et qui est soutenu par un candidat à l'élection présidentielle. Je pense que ce n'est pas de nature à rassurer les populations. Il y en a, et les autres, évidemment, les autres candidats à l'élection présidentielle qui doivent, à mon sens, faire davantage plus de preuve de responsabilité, devraient aussi, parce qu'il n'est pas de là, je veux dire que le fait, si le pays s'embrasse, ce n'est pas simplement les militants du RDPC et du pouvoir en place qui vont en pâtir, c'est nous tous. Donc moi, je serais heureux de remarquer que la rhétorique autour de la non-violence soit davantage plus présente et soit dit avec plus d'emphase de la part des candidats. Mais malheureusement, comme en politique, la plupart de ces candidats font de la récupération. Ils espèrent qu'avec cette élection-là, avec cette crise-là, ils vont damer le pion au régime, ce qui n'est pas vrai du tout. Parce qu'une région qui est, j'allais dire, qui est dans l'insécurité totale comme celle-là, vous n'êtes pas sûr que, on n'est déjà pas sûr de voter là-bas, vous n'êtes pas sûr que les peu de personnes qui vont voter là-bas voteront ces partis d'opposition. Et je trouve ça assez scandaleux. Et donc Bernard Okokala-Bila, il se bat comme il peut. Vous avez vu comme moi, vous avez dit qu'on reste au sud-ouest. Oui, c'est le maire Ekema qui, il y a quelques mois, tout seul est monté au créneau pour dire que les villes mortes qui avaient été décrétées par les populations ne devraient pas avoir lieu. Oui. Malheureusement, sa tête a été mise à prix par des gens qui témoignaient à visage découvert et qui ont été soutenus dans cette initiative-là. Donc il y a ce type de dysfonctionnement qui n'est pas condamné. Je sais pas pour dire que tous les candidats ont leur part de responsabilité quant à dérive. Donc, ils doivent au moins condamner de manière sévère que de essayer, comme ils le font depuis quelque temps, de faire de la récupération pour espérer conquérir un électorat qui est assez meurtri. Donc je pense qu'à ce stade, nous qui souvent dans notre chair, nous pensons que les responsabilités de la part des différents candidats sont partagées. Du moins pour ce cas d'espèce, ils devraient condamner de manière ferme et ouverte et violente. Siri Sambaka, lorsque le gouverneur Okala-Bila descend à Mai 17, il dit aux populations, pour les rassurer, il leur dit que bon voilà, c'est une rumeur qui fait état de ce que les sécessionnistes pourraient lancer un assaut à partir du 20 septembre. Ouais. Finalement, les populations partent. Elles ont peur de qui? Elles fuient qui? Les FDS, les forces de défense et de sécurité, ou bien ces sécessionnistes qui pourraient, comme on le dit partout, lancer l'assaut? Ben, ce que je dois dire, c'est que je ne vais pas être sévère avec Guy Fonga, qui pense que les candidats veulent faire de la récupération. On n'a pas le droit de faire de la récupération sur le sang des Camerounais. On n'a pas le droit. Et je dois dire que ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que tout le monde a dit pratiquement la même chose, qu'il faut un dialogue inclusif qui puisse permettre de pacifier et d'aller vers ce que nous-mêmes nous nous sommes donnés dès 1991, c'est-à-dire il y a 27 ans. Il y a 27 ans, lors de la réunion tripartite, il y avait une crise sévère au Cameroun. Le chef de l'État a convoqué une réunion tripartite. Elle a abouti à quelque chose, à la pacification, et en même temps, elle a lancé sur l'avenir ce que nous devions avoir comme constitution. 1996, on n'a pas totalement respecté les accords de la tripartite, mais on a une constitution qui s'inspirait de cela. Et vous voyez que plus de 20 ans après, ce qu'on avait prévu est arrivé. C'est-à-dire l'autonomisation des populations n'a pas été faite. Et sur cette base politique, ça a engendré au fil du temps des problèmes. Pensez-vous sincèrement que si les accords de la tripartite avaient été respectés, je ne vois pas, les sécessionnistes auraient existé, mais ils n'auraient pas eu un argument pour entraîner la jeunesse. Parce que l'avantage de l'autonomisation, c'est qu'on échoue ensemble ou on réussit ensemble. Nous avons la possibilité de travailler parce que la Constitution nous le donne. Le budget de l'État est réparti de telle sorte que, au niveau de la base, qu'on puisse avoir un développement local. Ce développement local, c'est celui qui permet de mettre tout le monde en mouvement, d'avoir des citoyens.
L'application de ces accords-là aurait permis de résoudre les revendications corporatistes de 2016? Mais tout à fait, puisque quand on entre dans ce... Parce que tout est parti de là. Quand nous appelons, à l'époque, nous avons dit le fédéralisme des régions, le nouveau fédéralisme. L'UDC a sorti un avant-projet de constitution en 1993 parce que les accords de la tripartite tardaient, n'est-ce pas, à prendre corps. Mais la constitution du Cameroun même est arrivée en 1996. L'autonomisation doit permettre un certain nombre de régularisations qui en même temps donne donc la possibilité à ces régions de se développer. Tout le monde sait que le développement durable, c'est d'abord le développement local. Nous avons échoué par le sommet parce que le sommet ne peut pas résoudre les problèmes de la base. Alors, à partir du moment où c'est depuis 1991 qu'on est tombé d'accord sur ça, et je dois vous rappeler que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont sécessionnistes et qui se retrouvent là-bas aux Nations Unies dans les couloirs, il y en avait qui étaient à la tripartite et qui avaient accepté de partager, n'est-ce pas, leur expérience de la gestion locale avec le côté francophone qui ne connaissait que le jacobinisme. Donc, à partir de ce moment-là, c'est tout à fait, à un moment, les gens disent, mais alors, la Constitution nous confère la possibilité d'avoir une région et d'avoir à gérer localement. Mais, concrètement, ça ne vient pas. C'est la raison pour laquelle le dialogue inclusif était quelque chose d'essentiel parce qu'on devait revisiter nos accords de la tripartite et dire, voilà, on met un calendrier en place, voilà ce qui va se passer. Et nous étions allés plus loin. Parce que j'ai commis un article il y a 5 ans qui disait que comme nous n'avons pas encore cette régionalisation, il vaut mieux qu'il y ait un plan d'urgence communal participatif qui va permettre que ces communes, sur la base du budget de l'État, il y en a 360, que chaque commune reçoive 1 milliard de francs pendant 3 ans. Ces 1 milliard de francs pendant 3 ans devait donc permettre, parce que chaque commune au Cameroun a un plan de développement, mais c'est les finances qui manquent. Alors, ces communes-là qui doivent être transformées, n'est-ce pas, en un pôle de développement, avec 1 milliard de francs pendant 3 ans, va permettre que, tranquillement, on mette en place les régions et que ces régions viennent trouver que les communes sont déjà impulsées le développement et pour le bonheur des régions. Vous comprenez? Cela n'a pas été fait. Il y a 5 ans, pendant les élections sénatoriales, je suis revenu dessus. Je n'ai pas eu de voix. D'accord? Mais je dis, est-ce que ce n'est pas ça la solution? Parce que nous sommes en crise. Et la sortie de crise ne peut être que des plans d'urgence. Alors moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui, nous allons aux élections pour parler de notre économie ou bien pour parler de la pacification et des institutions qu'il faut changer. Parce que c'est le préalable pour arriver à quoi que ce soit. Celui qui va venir avec son plan pour l'économie, etc., c'est très bien. Mais il trouve quel climat, quel contexte pour développer tout cela. Ok. Sur ce plateau également, Albert Anatole ici, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alain Outou. Voilà, bienvenue sur le plateau. Hein. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Bonsoir aux autres panélistes. Voilà, nous restons sur cette descente du gouverneur de la région du Sud-Ouest, samedi dernier, à mai 17, la gare routière de Buea, pour dissuader les populations de quitter la ville de Buea. Comment vous accueillez cette descente? Elle signifie quoi pour vous? Non, écoutez, ça veut dire, de mon point de vue, il s'agit d'une violation fondamentale des droits des citoyens. Est-ce qu'il les a empêchés? Il dissuade? Non, je dis, non, c'est pas le discours qui doit tenir à ces populations-là. Oui. Moi, je le dis en tant que journaliste. Hein. Oui. Écoutez, lorsque vous vous sentez en insécurité quelque part, je pense que l'instinct de survie vous oblige à partir de là où vous vous sentez en insécurité. Mais en même temps, il apporte les gages de sécurité. Il me dit que bon, voilà. Jusqu'ici. Le gouverneur, il dit que bon, voilà. Ils sont de la conférence des gouverneurs à Yaoundé. Non, jusqu'ici, lorsqu'on fait le bilan des gages qui ont été pris par le gouvernement pour assurer la sécurité et les biens dans les régions anglophones, vous voyez que le bilan est très chiche, j'allais dire macabre. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un flux, non seulement des populations, il y a des adultes, mais également le flux des étudiants, des élèves
qui préfèrent aller se faire scolariser dans les 8 autres régions du pays. Et ils ne préfèrent pas, ils n'ont pas le choix. Donc, ça veut dire que... Non, je veux dire, ils préfèrent. Parce que... Monsieur Hervé, je dis, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers d'autres régions du pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse pouvoir s'écarter du discours politiquement correct pour regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi? C'est que, il me semble que les démembrements de l'État, c'est-à-dire justement les gouverneurs des régions, qui représentent les États dans les régions, ont la responsabilité, au même titre que le président de la République, qui a pris l'engagement d'assurer la sécurité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, et surtout aussi l'intégrité territoriale. Et il faut donc comprendre que si ces gouverneurs ne sont pas capables, n'ont pas le pouvoir, j'allais dire, ne sont pas à la hauteur de pouvoir tenir à cet engagement, je crois que vous et moi, si nous sommes dans la même situation, nous avons le droit de choisir l'homme pour être en sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas matière à débattre dessus. C'est d'autant qu'il m'a semblé, au cours de la semaine dernière, comprendre qu'il y a un sous-préfet qui interdit aux populations de traverser l'autre rive du Mungo. Je crois qu'il y a aussi là un problème. Parce que moi, je pense que l'instinct de survie m'oblige à me mettre en sécurité, à mettre ma famille en sécurité. Et surtout, ne pas violer mon droit le plus fondamental, qui est celui de la liberté. Ok. Voilà, Maître Kaka, vous voulez réagir à la suite Oui, tout à fait. M. Alain, je vais réagir sur... Non, je vais réagir sur 2 points. D'abord sur l'analyse du vice-président, Siri Sambaka. Et bien entendu, je vais réagir à ce que disait tout à l'heure... Il y avait Fongan, parce qu'en réalité, lorsqu'une situation comme celle-là se présente, il faut dire la vérité au Camerounais. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que, comme l'a si bien relevé tout à l'heure Siri Sambaka, quand il y a une situation comme ça, il faut interroger les causes. Parce que ce que nous voyons là aujourd'hui, c'est les conséquences. Il faut revenir dans la genèse pour comprendre quelle est la réelle situation aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsque cette affaire a commencé, nous autres, et beaucoup de Camerounais d'ailleurs, ont pensé que cette crise, c'était une crise de la forme de l'État. Les gens ont estimé que ce qui arrive aujourd'hui dans ces 2 régions, c'est les conséquences de l'ultracentralisme de l'État. Parce que toutes les décisions se prennent à Yaoundé et ça a créé une situation généralisée de malgouvernance. Comprenez. Maintenant, la situation s'est posée, le gouvernement n'a pas voulu faire une analyse objective pour prescrire la meilleure thérapie possible. Ce qui s'est donc passé par la suite, c'est que le gouvernement avait une option pour régler... Le gouvernement avait une option pour régler cette crise. Soit l'option politique qui a été préconisée par tous les acteurs de la vie politique nationale, tous les membres de la société civile et même par toute la communauté internationale. Tout le monde a dit au président Biya de convoquer un dialogue national inclusif, un dialogue politique national inclusif qui allait permettre aux Camerounais de s'asseoir et trouver une solution pacifique à cette crise. Le gouvernement a refusé cette option pour choisir la voie militaire. L'option militaire, donc, a été mal gérée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe globalement dans cette région, on a l'impression que les forces de défense et de sécurité ne maîtrisent pas la situation. C'est ça qui met les populations dans le désespoir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, c'est vous-même qui l'avez dit tout à l'heure, qu'en fait, le discours qui a été tenu aux populations, c'est que le 20, les sécessionnistes allaient lancer un assaut. Un assaut. Et comme les populations savent pertinemment que l'armée ne donne plus l'impression d'avoir le contrôle de la situation, les populations n'ont eu d'autre choix que de partir. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, quand M. Fonga estime que cette situation, c'est de la responsabilité de tout le monde, je dis non. Les acteurs politiques, lorsque vous regardez par exemple les candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, tous les acteurs, tous les candidats à l'élection présidentielle, sauf le président Biya, parlent du dialogue. Tout le monde dit que la première chose à faire, c'est qu'il faut parler à ces gens pour les rassurer. Il faut maintenant impulser une dynamique
de dialogue qui va permettre aux Camerounais de s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions pacifiques. Maintenant, ce n'est pas comment dirais-je, les opposants qui viendront le faire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez l'escalade actuelle, vous convenez avec moi que la situation est tellement grave qu'il faut absolument que celui qui est considéré comme le premier citoyen, ça veut dire celui qui a la responsabilité de prendre des décisions. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du gouverneur Bernard Okal-Yabilay. Oui. N'oubliez pas que dans un système ultra centralisé comme le nôtre, le gouverneur en réalité ne prend pas de décision. Le ministre ne prend pas de décision. Le premier ministre ne prend pas de décision. Dans ce pays, il y a une seule autorité qui prend des décisions. Donc c'est le chef de l'État qui doit sortir pour dire à ces populations: voilà ce que le gouvernement propose pour assurer votre sécurité, pour assurer la sécurité de vos biens. Maintenant, nous allons voir dans quelle mesure nous allons convoquer un dialogue. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut que le discours du chef de l'État soit un discours de vérité et surtout un discours d'assurance. Parce qu'on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner, c'est aussi savoir dire la vérité et savoir dire aux populations des choses qui peuvent les rassurer. Aujourd'hui, ces populations sont désespérées. Okay. Totalement désespérées. C'est par là que je vais chuter. Oui. Ces populations sont désespérées. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est que le gouvernement leur donne des vrais gages. Mais tel que la situation est gérée, tout le monde est convaincu que le gouvernement n'est plus à même d'assurer ou de rassurer ces populations. Donc aujourd'hui, la seule chose qui vaille pour le moment pour ces populations, c'est de sortir d'abord de ces deux régions pour se mettre en sécurité dans les 8 autres régions du Cameroun qui sont plus en sécurité. Alors voilà, Guy Fonga, les populations ne se sentent pas rassurées par les propos du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Oui, ils ont raison. Je veux dire qu'il y a, dans le déroulé de la mise en scène de la situation, il y a un contraste qui est assez révoltant. Vous avez bien vu comment le gouverneur qui demande aux populations de rester serein, mais qui est fortement escorté par les forces de défense, ça laisse quand même à désirer. Ça veut dire que lui-même n'est pas très convaincu de ce que, parce qu'il dit, vous ne pouvez pas demander aux gens d'être sereins, en essayant de les apaiser, et vous-même vous êtes fortement escorté par la sécurité. Ça veut dire qu'il y a un contraste dans la démarche qui est quand même assez inquiétante et révoltante et qui n'est pas de nature à rassurer les populations. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais repréciser le fond de ma pensée pour dire que le gouverneur est dans son rôle, parce qu'une des missions de l'État, c'est un de ses rôles régaliens, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et je dis, on vit en ce moment un moment historique et critique de notre nation. Je trouve irresponsable qu'un candidat à l'élection présidentielle cite pour modèle quelqu'un qui appelle au meurtre des forces de défense. Je crois que c'est assez grave. Vous avez des candidats à l'élection présidentielle qui citent pour modèle quelqu'un qui appelle au meurtre, à l'assassinat, qui chaque jour qu'un homme en tenue meurt, célèbre à visage découvert le fait qu'on ait tué les gens de l'armée. Donc, quand on a ce type de candidat, je crois que ça c'est. Pour moi, non, je vais dire non. Donc, vous avez des candidats qui ont cité pour modèle Patrice Nana, qui tous les jours célèbre quand un homme en tenue tombe. Pour moi, je trouve que pour un candidat à l'élection présidentielle, c'est irresponsable. Je dis, ce n'est pas suffisamment fait en termes de condamnation des actes de violence. Personne ne veut que le pays s'embrasse. Bon, heureusement, l'UDC est sur le terrain depuis 26 ans. C'est tout à leur honneur. Ils ont opté pour une stratégie du silence. Bon, peut-être qu'il devrait peut-être avoir pour chevet la thèse de doctorat de François Magmodom, qui a écrit une brillante thèse sur les silences du président. Donc, comme la stratégie optée par l'UDC, c'est la stratégie du silence, je pense que la thèse écrite par François Magmodom sur les silences du président va probablement leur donner quelques idées et permettre au président de mieux se déployer sur le terrain. Mais je pense que quand on ne peut pas être dans le silence et dénoncer ce qui se passe dans le nord du sud-ouest, puisqu'on a opté pour le silence, c'est-à-dire qu'on ne dénonce pas et on ne condamne pas. Mon propos, c'est de... J'estime que nous n'en font pas suffisamment assez pour condamner ce qui s'y passe. Et le fait qu'ils le fassent devrait, à mon sens, contribuer à rassurer les populations qui y vivent, qui n'ont pas demandé à naître ou à vivre là-bas. C'est le destin a voulu qu'ils naissent là-bas, qu'ils fréquentent là-bas. Donc le minimum qu'ils attendent de ceux qui aspirent à gérer la nation, c'est qu'ils soient rassurés au moins au minimum. Parce qu'on leur dise qu'après, ça pourra changer. Mais ce n'est pas vraiment la perception qu'on a quand on écoute
les éléments de langage utilisés par les uns et les autres dans l'espace public. Et ce qui se passe là sera préjudiciable pour le régime et pour l'ensemble des candidats. Parce que si j'ai bien compris que les deux représentants du parti politique semblent nous dire qu'il faut qu'on fasse... ils sont, à mon sens, ils essaient de vouloir exhumer ce qui s'est passé il y a 50 ans aujourd'hui. On ne va pas sortir de cette crise en allant ressusciter les temps des Mouna et consorts. Aujourd'hui, on a une situation qui est précise. Je ne suis pas convaincu qu'au regard de la radicalisation du mouvement, que même si le dialogue est inclusif et que aujourd'hui on applique cette décentralisation qu'on appelle le turnover, pourra véritablement calmer ces populations qui ont, pour moi, franchi la ligne rouge et qui sont... En prenant les armes? En prenant les armes et qui ont atteint un discours de plus en plus extrémiste. Je ne suis pas très sûr que même si on applique la décentralisation au jour d'aujourd'hui, ça apaisera les gens et ça permettra à ce qu'ils déposent des armes telles que c'est pensé. C'est assez grave, c'est assez douloureux et peut-être qu'on devrait y faire face avec beaucoup de recul et beaucoup de froideur et beaucoup d'objectivité. Guy Hervé Fongan, vous faites allusion aux armes. Ça nous permet d'aller au nord-ouest où le gouverneur a doublé l'Afrique. Je m'adresse à vous, Siri Sambaka. Il a demandé aux jeunes de déposer les armes, de rendre auprès des autorités traditionnelles, municipales, administratives. Après, il y a un suivi psychologique on va accompagner ces jeunes-là. C'est un peu osé, c'est faisable, vous pensez que ces jeunes-là, avec le niveau de radicalisation dont faisait mention Guy Hervé Fongan tout à l'heure, c'est faisable? Un jour, on va y arriver, pourvu que le processus soit établi comme il se devrait. C'est-à-dire que le président de la République, puisque nous avons cette chance au Cameroun, que tout le monde parle du président de la République, ça veut dire qu'il a encore une autorité dans ce pays que tout le monde reconnaît. Et on lui demande de faire quelque chose. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avancer. Les gouverneurs sont là pour représenter le chef de l'État. Oui. Est-ce que c'est le chef de l'État qui a demandé à M. Lélé d'Afrique de dire ce qu'il a dit? Je ne pense pas. De toutes les façons, les populations ne croient pas. Il y a ce problème. Il faut que les gens se remettent en confiance. Mais le gouverneur est le représentant du président de la République. Oui, mais il n'a pas reçu d'instruction. Comment vous le savez? Parce que s'il avait reçu... Il sort de la conférence des gouverneurs. S'il avait reçu les instructions dans ce sens, il devait le dire concomitamment avec celui du Sud-Ouest. Donc les méthodes ont changé. Chacun a choisi peut-être... Dans tous les cas, ils étaient... Okale a choisi de se rendre à la gare routière. Ils étaient en réunion avec le président de la République. Non, avec le président, le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que le Premier ministre était là? Est-ce que le secrétaire général de la présidence était là? Moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Il va arriver un moment où les gens vont déposer les armes. Et c'est là le lieu de se dire qu'au Cameroun, on n'a que des rendez-vous manqués. Parce que quand on va en arrière, 61, mais on a quand même avancé. Il y a eu la réunification, il y a eu l'unification, etc., etc. On ne peut pas revenir en arrière. Mais on doit pouvoir scruter l'horizon à partir des erreurs qu'on doit corriger. Vous comprenez? Rendez-vous manqué, pourquoi? Rendez-vous manqué parce qu'il y a encore quelques semaines, le cardinal Toumi, avec d'autres personnes de confession religieuse, c'est-à-dire toute personne qui représente la morale et l'éthique, ont demandé, n'est-ce pas, que les anglophones se retrouvent pour pouvoir discuter de ces problèmes. Et probablement quelque chose devait sortir de là, puisque tout le monde disait, on va discuter avec qui? Mais vous avez vu comment est-ce qu'on s'est abattu sur ces gens? On sait qui. Il faut savoir que les deux camps ont... Du côté du pouvoir, on a suivi la sortie du ministre Chiloma. Il a dit que toute initiative allant dans le sens de la paix était la bienvenue. Et il a mis un mais, il y a eu un mais. Il y avait un agenda caché et que, n'est-ce pas, cette rencontre devait se dérouler après les élections présidentielles. C'est à ce moment que j'ai compris que l'agenda caché était l'agenda du gouvernement. Parce que, voyez-vous, s'il y avait eu cette conférence avant, aujourd'hui, peut-être les gens ne seraient pas en train de partir du sud-ouest et du nord-ouest parce qu'ils se seraient assis autour d'une table. Nous sommes quand même des Africains. Nous ne pouvons pas continuer à penser que c'est le modèle occidental qui doit être le nôtre.
l'arbre à palabres, c'est là où les gens se retrouvent. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il y a eu une erreur encore, c'est-à-dire un autre rendez-vous manqué, en demandant que la All Conference puisse se tenir qu'après les élections. Maintenant que les populations... Mais rien ne nous dit que c'est le pouvoir qui a renvoyé ça, hein. C'est eux-mêmes qui ont décidé... C'est eux-mêmes qui ont décidé de renvoyer... Non. Non. Non, je suis désolé. Nous n'avons pas d'éléments. Je suis désolé, moi j'en ai... Qui dit que c'est le gouvernement qui a renvoyé? Ben, je vous dis que c'est comme ça que ça s'est passé, ça s'est dit dans les médias, pourquoi ils attendent de faire ça juste avant les élections. Ils n'ont qu'à faire ça après les élections. Ça a été dit. Et je pense que Guy va le confirmer, parce qu'il aime bien me titiller, il va le confirmer. Alors maintenant, quand on a vécu tout cela, on se dit, la chance que nous avons, c'est que fondamentalement... Même on dit qu'il renvoie pour un problème d'organisation. Hein. Non, ça c'est les 4 ministres du culte qui le disent. Ça, ils l'ont dit après, et je leur ai d'ailleurs reproché. J'ai dit, c'était pas la peine d'enjoliver ou de dire qu'ils vont mieux se préparer. Oui, ils vont mieux se préparer. Nous, on s'en tient à ils vont mieux se préparer parce que ils n'ont pas eu la possibilité de le faire avant. Mais ce que je dis, et ce qui est bien pour notre pays, c'est que quand les populations veulent venir du côté francophone, il n'y a pas de problème du côté francophone à les recevoir. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental parce que... Ouais, je voulais justement demander, qu'est-ce que ça implique quoi? Ça implique que nous sommes tous des Camerounais. Voilà. Ça implique qu'il n'y a pas un problème de francophone contre anglophone. Il y a un problème politique sur l'organisation de l'État. Et ça doit se traiter de manière politique. Mais les populations elles-mêmes accueillent leurs frères qui sont en détresse à bras ouverts. Et si ces gens partent de là-bas pour venir ici, c'est parce que il y avait un réconfort. Vous voyez que la première fois, il était question d'aller plutôt du côté du Nigeria. Oui. Mais les gens ne vont plus du côté du Nigeria. Ils viennent beaucoup plus du côté francophone. Ça veut donc dire que le problème est fondamentalement politique et il doit se régler de manière politique. Oui, mais puis je voulais juste brillantiner ce que le président Sambaka vient de dire. Vous savez, en 1968, lorsque le problème de la guerre du Biafra était arrivé, les populations Biafra n'allaient pas au Nigeria. Ils se fuyaient vers le Cameroun. Maintenant, lorsque on a donc cette velléité sécessionniste du côté du Cameroun, ils fuient plutôt vers la zone francophone. Cela veut effectivement dire, comme l'a si bien relevé le président Sambaka, qu'entre les francophones et les anglophones du Cameroun, il n'y a aucun problème. Le problème du Cameroun, le problème des anglophones aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de dénoncer avec véhémence, peut-être de manière violente, les conséquences de la malgouvernance dont ils sont victimes. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est un problème purement politique. Ça, c'est ce que je voulais d'abord relever. Maintenant, la seconde chose que je voulais faire observer, c'est qu'en fait, il y a un problème qui nous dérange aujourd'hui. On a l'impression, parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire, enfin c'est Guy Fongang qui le dit avec beaucoup d'insistance, qui ne comprend pas comment des gens vénèrent les gens qui prennent les armes contre les autorités. Si vous voulez, je donne les noms, hein. Ils sont candidats, les gens. Je n'ai pas besoin des noms. Non. Vous savez, quand nous sommes sur un plateau comme ça, évitons de parler des individus. Voilà. Ce que je voulais qu'on essaie les noms, on les connaît. C'est les idées. Ce que nous disons, donc, ce que je voulais faire observer, c'est que, vous savez, lorsque vous ouvrez une porte comme celle-là, vous ne savez pas, quand vous ouvrez votre porte aux bandits dans la nuit, ou bien quand vous laissez votre porte ouverte, vous ne savez pas qui va entrer dans la nuit. Il y a des conséquences qu'on ne peut plus gérer. Maintenant donc que les gars ont pris les armes, parce que de l'autre côté, on leur a opposé les armes. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'était nécessaire que pour régler ce problème, qu'on prenne les armes? Je dis non. Mais comme on a donc choisi la voie des armes... Qui a pris les armes? Non, attendez. Quand vous choisissez l'option militaire, ça veut dire que vous allez réprimer. Vous allez commencer les armes. Les gens ont donc constaté que de l'autre côté, il y a les armes. Ils ont pris les armes. Maintenant donc que la situation devient incontrôlable, je pense que le gouvernement doit réviser sa stratégie pour comprendre qu'au lieu de continuer sur cette lancée, il faut réviser la stratégie pour comprendre que, en fait, les armes, ce n'était pas la solution. C'est l'autre chose. La seconde chose, la troisième chose que je voulais faire, vous savez, pour sortir, c'est que tout à l'heure,
Serge a semblé développer que ce que le gouverneur a fait, c'était les instructions peut-être du président de la République. Je ne suis pas si sûr. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. Non, j'ai dit que le gouverneur sort de la conférence des gouverneurs. Oui, même si c'est sur la conférence des gouverneurs, cette conférence de gouverneurs n'est pas présidée par le chef de l'État. Cette conférence de gouverneurs est présidée par le MINAT. Mais vous connaissez chaque fois que le MINAT commence son propos sur haute instruction sur l'État. Mais ça, c'est des discours politiques. Oui, il ne croit pas lui-même. Voilà. Vous comprenez? La vérité, c'est que ni Atanganji, ni le Premier ministre, ni le secrétaire général de la présidence, ni le gouverneur des régions, personne ne prend une décision. Tout ce qui se fait, c'est le chef de l'État qui prend des vraies décisions. Donc, la vraie décision aujourd'hui que les Camerounais attendent, c'est la décision du chef de l'État. Vous savez qu'il y a eu des velléités. Mais à quoi sert donc le gouverneur? Non, mais justement, dans un système ultra centralisé, il n'y a pas de décideur. Il y a un seul décideur. Guy Fongan le sait. Oui. Dans notre contexte, il y a un seul décideur. Maintenant, il y a un problème. Il y a eu des velléités de dialogue, il y a des velléités. Vous savez qu'il y a des délégations qui ont été envoyées par le chef d'État. Il y a les émissaires depuis le début de cette crise qui ont été envoyés par le chef d'État. Pourquoi toutes ces velléités de dialogue ou des règlements pacifiques n'ont pas tenu? C'est parce que justement, les populations se rendent compte. Non, là c'était pour résoudre les problèmes corporatistes. Oui, pourquoi ça n'a pas donné les résultats escomptés? Pourquoi il y a eu escalade? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Il ne faut pas se leurrer. L'élite FDPC... Les avocats n'ont pas obtenu ce qu'ils réclamaient? Je ne sais pas s'ils ont obtenu. Bon, c'est pas ça qu'on parle. Le droit a été traduit en anglais. On a traduit le code en anglais. Ce que je voulais dire pour chuter, c'est que aujourd'hui, il se pose un problème de représentativité de l'élite FDPC des deux régions. Est-ce que ces gens sont encore écoutés? Est-ce qu'ils sont encore crédibles devant les populations? Nous disons non. Parce que les populations pensent que même si ces gens prennent des engagements, tant que ces engagements ne sont pas entérinés par celui qui doit décider, ça ne va jamais passer. C'est pour ça que ce qui doit les rassurer, ce qui peut les rassurer à l'heure actuelle, c'est le discours du chef de l'État qui doit directement s'adresser à une phrase. Donc, je veux dire qu'on ne va pas davantage enfoncer les portes ouvertes en rappelant aux uns aux autres que nous avons tous hérité du jacobinisme français, comme la plupart des États francophones, c'est-à-dire un État centralisateur qui contrôle tout et qui a des super pouvoirs. Moi, mon propos est sain, parce que ce jacobinisme est un héritage qu'il faut rapidement déconstruire. Mon propos est simple. Est-ce qu'il est pour moi normal, au-delà du gouverneur évidemment, que le maire Ekema, qui estime que les villes mortes ont assez duré, qui prennent sur lui de rentrer en des populations, qui demande d'ouvrir les boutiques et les magasins, et que sa tête soit mise à prix? Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est normal que ce type d'attitude continue à prospérer? Quand un maire descend rencontrer ces populations, il demande d'ouvrir les boutiques et les magasins, et que sa tête soit mise à prix par les empoisonnés. Voilà le fond de mon propos. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est normal? C'est le même maire qui était la première personnalité à réagir à l'organisation de la fameuse conférence générale anglophone. Lorsque le cardinal Toumi... Le maire n'est pas initiateur de la conférence des anglophones. Il a dit que cette conférence n'aura jamais lieu dans sa vie. En tant que premier ministre, une conférence de ce niveau, le maire ne peut pas l'interdire, ce n'est pas à son niveau. C'est bien au-dessus du maire. Il a dit que cette conférence n'aura pas lieu. Il ne peut pas interdire cette conférence. C'est vrai, et je rejoins le président ça vous dit qu'en fait, cette conférence, si elle avait été lieu, le gouvernement se serait tiré une balle dans le pied. Parce que ce serait j'allais dire, désavouer la commission Moussongué, qui, d'après les informations, en notre possession, avait plus ou moins fait des propositions qui allaient dans ce sens et qui n'ont jamais été validées. Quand le gouvernement ne voulait pas se désavouer, donc ils ont trouvé, la solution trouvée, c'était de ne pas laisser cette conférence se dérouler pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Et on va la suite. Oui, non, disons que je voudrais revenir sur deux ou trois choses. D'abord, la première a été dite par Maître Kaka, et qui estime, je ne suis pas le communicateur du gouvernement, mais je dois restituer la vérité des faits. La vérité des faits, c'est vrai que de manière tardive, le gouvernement s'est engagé dans un dialogue avec ce qu'on pensait être les interlocuteurs des mouvements corporatistes. Mais c'est avéré malheureusement qu'il y avait un agenda caché. Donc, quand il dit sur ce plateau
que ce sont les candidats à la l'élection présidentielle de octobre prochain et qui s'engagent pour le dialogue et non le gouvernement, je suis franchement étonné. C'est autant que dans ce casting, il y a eu justement un problème d'interlocuteur, c'est-à-dire de l'élite locale. Deuxième chose, le cardinal Christian Toumi s'est engagé avec d'autres responsables religieux à organiser la All Conference. La conférence générale. Aujourd'hui, je voudrais quand même le faire comprendre, noter, rappeler que au lendemain de cette annonce, il y a quand même eu 2 prêtres qui ont été assassinés. Parce que ces prêtres prônaient le dialogue et la paix. Dernière chose qu'il faut également relever, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans une situation de cause à effet. Soit, bon, est-ce qu'il faut continuer de jeter de l'huile sur le feu? Il faut chercher des voies de sortie. Et la voie de sortie ne consiste pas, justement. Maître Kakak insiste sur les causes. Non, je veux dire, non, les causes sont derrière nous. Oui. Mais nous cherchons Lui pense qu'il faut d'abord revenir. Non, je dis que les causes sont derrière nous. Quelles sont les causes? On condamne d'abord. Non, je dis, les causes sont derrière nous. C'est important de le relever. Les causes sont derrière nous, mais là, il est important, non seulement de tirer les conséquences, mais de chercher des voies de sortie. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a ce flux des populations vers d'autres régions du Cameroun, mais écoutez, les investisseurs, que ce soit étrangers ou locaux, qui ont fait confiance, qui ont investi leur argent dans ces 2 régions, ont des problèmes. Ça, c'est important également de le souligner. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle, c'est très très facile de marcher sur les plates-bandes du bilan du candidat sortant. C'est très facile. Donc moi, je pense que il est important de relever, je suis pas là, de relever qu'aujourd'hui, bon, nous sommes dans un état, comme l'a souligné M. Kakak, ultra centralisé, nous sommes d'accord. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le président de la République est élu et il nomme des ministres. Donc ça veut dire qu'il a délégué ses pouvoirs à ses ministres. Je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr que le ministre de l'administration territoriale qui a rang de ministère de l'Intérieur dans un autre contexte, dans un autre pays, on peut contester sa voix. Je ne suis pas certain qu'on peut contester non plus son autorité. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'il prend la responsabilité de donner des instructions aux gouverneurs des régions, notamment des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il n'a pas eu le quitus de sa hiérarchie. Je crois qu'il faut qu'on arrête n'est-ce pas, de jeter de l'huile sur le feu. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus méconnaître que derrière les sécessionnistes, nous avons des mercenaires qui ne sont pas, qui n'entrent pas dans les revendications politiques que nous connaissons, parce que vous avez des mercenaires étrangers, n'est-ce pas, qui se sont transportés dans ce conflit. Okay. Je crois qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement prenne ses responsabilités. Ok, merci. Oui, rapidement. Oui, je dois dire que quand on gouverne, il faut s'apprêter à rendre compte. Ça, vous ne pouvez pas reprocher, n'est-ce pas, aux Camerounais de demander que ceux qui nous gouvernent puissent se rendre compte. Mais j'entends parler des problèmes de corporatistes et tout ça là. Mais ça, c'est les États généraux qui règlent ça. Le problème du Cameroun est politique. Il est politique, c'est-à-dire institutionnel. Il faut qu'on puisse avoir des institutions qu'on s'est données et peut-être les améliorer compte tenu du contexte et puis de la vision qu'on a. Il faut qu'on recherche une identité camerounaise. Moi, je crois que ce sont 2 choses qu'il faut séparer. Ok, merci. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Sage Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, le 20h que vous allez présenter. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Cédric Noufélé? Au-delà de la crise politique qui secoue les régions anglophones et son climat d'insécurité,
il y a une préoccupation majeure, c'est à savoir l'évaluation des pertes économiques enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous suivrez dans le journal de 20 h le GICAM qui évalue les pertes économiques et fiscales enregistrées dans ces deux régions du Cameroun. Elles sont évaluées à des centaines de milliards de francs CFA. On parlera également de ces milliers d'emplois détruits dans les régions anglophones et les répercussions sur les activités commerciales dans la capitale économique du Cameroun, des commerçants qui se plaignent des difficultés à pouvoir se rendre au Nigeria, passant par les régions anglophones. Ils expriment leur désarroi dans le journal de 20 h. Et sur la route d'Etoudi 2018, le candidat du MRC à l'élection présidentielle a dévoilé la tête d'affiche de sa coalition, Paul Ekingé, désigné directeur de campagne. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre à 20 h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, ce sera dans le 20 h de Cédric Mouffelé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve toujours, je serai toujours en compagnie des experts pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie des experts. Et le premier à se prononcer, c'est Guy Hervé Fongan. Paul-Éric Ngué, directeur de campagne de Maurice Kamto. Qu'est-ce que cela vous inspire à chaud comme commentaire? Alors, je suis obligé d'être très objectif. Vous savez, je suis d'abord un communicant à la base. Et je pense que là, le MRC, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, vient de démontrer sa capacité à évoquer les émotions et à faire preuve de sympathie. C'est malheureusement aucun parti politique n'a réussi à faire ça. Vous savez, en communication, quand on communique, il y a trois registres essentiels. Vous avez l'éthos, vous avez le logos et vous avez le pathos. Et je crois qu'avec ce choix qui est porté sur Eric King, le MRC, je vais peut-être le dire avec regret, mais marque des points. Marque des points à mon sens parce que c'est un nom qui résonne et il a pu tenir un discours empathique qui soit audible vis-à-vis des populations. Donc je crois que c'est toutes les prises de parole que j'ai observées jusqu'ici, la plupart des leaders d'opposition, je n'ai pas vu un seul qui a réussi de manière efficace à mettre en avant le pathos dans son discours. Vous savez, le peuple, on parle au peuple avec le cœur. On parle avec le cœur. Et aujourd'hui, quand on regarde, même si on peut regretter, on regarde indépendamment des convergences idéologiques, alors des divergences idéologiques entre Paul-Éric et Kamto qui l'embrasse aujourd'hui, on a vu les images. Disons que ce n'est pas un baiser de Judas, mais disons qu'on les a vus s'embrasser. Et de ce point de vue, au moins du point de vue stratégique, le MRC démontre sa capacité à faire preuve d'empathie. Et l'empathie est très importante quand on parle au peuple. Le peuple a besoin qu'on le parle avec le cœur. Et j'ai vu qu'un parti, malheureusement, les partis d'opposition ont du mal à trouver les directeurs de campagne qui peuvent avoir cette épaisseur-là, cette étoffe. Et c'est très regrettable. Mais toujours est-il que ça aurait pu être Zongan ou que ça aurait été, à mon sens, une belle démonstration de la capacité de ce parti-là à communiquer avec empathie et à surfer de manière magistrale sur le pathos qui est la forme par excellence pour séduire l'acteur. Bon, maintenant, après, si vous voulez, on reviendra sur ces divergences-là idéologiques. Mais stratégiquement, c'est un coup fort. Et je regrette que même les partis d'opposition historiques n'aient pas compris ce message-là, n'aient pas réussi à avoir au sein des partis un directeur de campagne qui puisse tenir ce type qui puisse envoyer ce type de signal aux populations. Et c'est regrettable parce que d'aucuns se comportent des fois comme s'ils ne veulent pas gagner cette élection présidentielle et j'avoue que des fois c'est très inconfortable.
Guy Fonga, je m'adresse à vous, Cyril Sambaka. Il a parlé des partis historiques. Vous avez dit l'UDC, 26 ans. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes avec direction de campagne à l'UDC? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Vous n'avez pas encore entendu le candidat parler. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit la campagne officielle n'a pas encore commencé. Oui. Je pense que je suis sur... Il sera connu la veille? Vous savez, on n'est pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Ok. Donc l'UDC n'aura pas de directeur de campagne? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que fort de l'expérience que nous avons, nous avons affaire au peuple camerounais. Nous allons nous adresser au peuple camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse la même chose? Si on fait la même chose, pourquoi on est séparés? Vous voyez, il y a des interrogations qu'il faut se poser, qu'il faut mettre sur la table. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où mon candidat, Adamou Damjoya, n'a pas encore parlé, n'est-ce pas? Sachez qu'il a beaucoup de choses à dire. Et ce qui est certain, c'est que si moi, j'arrive à satisfaire un certain nombre de Camerounais par rapport à ce que je dis, alors j'espère que lui, il viendra les séduire le maximum. Donc, aujourd'hui, c'est aussi une stratégie de voir qu'un second est capable de parler et de résoudre les problèmes qui sont, n'est-ce pas, face aux populations. Mais si vous avez passé votre temps à avoir un seul son de cloche, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est une personne qui décide de tout, il y a un problème. Donc moi je pense que la première partie, la pré-campagne, nous dispose, nous, les lieutenants de l'UDC, à aller à parler. Si ce que nous disons est intéressant, alors forcément, ce que Adamou Damjoya viendra dire sera encore plus intéressant. Voilà une autre stratégie aussi. Ok, Maître Jean de Dieu Momo, votre champion, vous connaissez Paul Biya? Tout à fait, c'est voilà, Paul Biya. Voilà, on n'a toujours pas le nom du directeur de campagne. Il y a le nom de Samuel Vondo Ayolo qui a avancé, mais l'acte qui le désigne n'est pas encore. Cette situation, elle vous arrange que vous n'ayez pas jusqu'ici, que votre champion n'ait pas désigné un directeur de campagne? Je pourrais vous répondre comme Sambaka que la campagne n'est pas encore commencée. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux qui... Vous ne voulez pas faire comme le MRC, quoi? Le MRC est un nouveau parti, il a intérêt à se faire connaître. Personne ne le connaît nulle part. Et son candidat n'est connu que grâce à mon candidat. Le MRC a des élus, hein? Son candidat n'est connu que grâce au président Paul Biya. Et la question que vous posez est d'autant plus intéressante que vous la présentez, et à commencer par Guy Fonga, comme étant le grand scoop de l'année. Non, je n'ai pas dit un scoop. Je dis je parle d'empathie, je parle s'il vous plaît. De pathos. S'il vous plaît, vous allez pouvoir... Allez-y, Maître Jean de Dieu. Donc, que vous dites que c'est un scoop, moi je ne trouve pas que c'est un scoop. Pourquoi je dis? Parce que, voyez-vous, que Paul-Éric Kingé soit désigné directeur de campagne de Maurice Kamto, rien d'anormal à cela. Que Albert Zongan rejoigne Maurice Kamto, rien d'anormal de tout cela. Tous les trois sont des enfants de Paul Biya, ce sont des enfants du RDPC. Paul-Éric Kingé était le maire de RDPC de Djombe Penja. Albert Zongan est le député RDPC, n'est-ce pas, du Vouri. Et M. Kamto est le ministre RDPC de Paul Biya, ministre délégué à la justice. Donc, en fait, la Bible a même déjà dit cela. Ce sont ces trois enfants qui s'attaquent au père pour prendre la succession du papa. C'est comme dans la Bible, on vous parle, n'est-ce pas, de l'enfant prodigue. Voilà les trois enfants qui veulent prendre leur héritage pour aller dilapider. Et revenir. Peut-être qu'ils sont pas contents. Ils sont peut-être pas contents du père. Je vous explique. Ils sont peut-être pas contents du père. Je vous explique. Paul-Éric Kingé, Albert Zongan, Maurice Kamto ont pris leur héritage du père en tant que ministre, en tant que député, en tant que maire. Ils ont dilapidé. C'est fini. En prison. Maintenant, ils reviennent aujourd'hui pour tromper le peuple, pour dire, peuple, aidez-moi à tuer le père, à commettre un parricide pour prendre sa place. Et ce n'est pas quand ils seront à la place du père qu'ils vont conserver l'héritage commun.
Ils ne sont pas seuls enfants. Il y a plusieurs enfants. Dans une polygamie, il y a plusieurs enfants. Vous en avez 3 qui dilapident leur héritage et qui viennent séduire le peuple en disant « Moi, je peux remplacer le père et distribuer l'héritage à tout le monde et plus personne n'aura. » Vous êtes quel type d'enfant? Un enfant qu'on vient d'adopter? Non, je suis un enfant qui obéit, un enfant qui est respectueux de la tradition. Un enfant qui reste auprès du père. Cet enfant était égaré. Okay. Oui, il était égaré parmi les égarés. Et il est revenu, oui, sur la route de Damas. Saul est revenu, a découvert que le chemin qu'il avait emprunté conduisait tout droit en enfer, à la falaise. Parce que le chemin que nous avions emprunté et que beaucoup sont en train d'emprunter aujourd'hui, et de manière inconsciente, nous ramène à la recolonisation de l'Afrique. Personne n'a vu que le père avait changé de cap depuis le janvier 2010. Et même avant, c'est-à-dire officiellement depuis janvier 2010. Pourquoi? Lorsque les accords de défense militaire et les accords coloniaux, les contrats coloniaux, sont venus à expiration après 50 ans. Tous les accords n'étant pas reconduits, le président Paul Biya a engagé le Cameroun vers l'Est. Or, si vous tentiez ça en 1960, on vous tuait comme on avait tué le Mumba, on vous tuait comme on a tué Oumniobé. Personne n'a vu que M. Paul Biya est devenu le nouveau Oumniobé de l'an 2018. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'il continue la politique de nos patriotes, des nationalistes. Le nationaliste Paul Biya continue la politique des pères fondateurs de cette nation en tant que successeur direct de Oumniobé pour sortir de la colonisation, tourner le dos à l'Occident et aller maintenant vers l'Est, la Chine, la Russie, le BRICS, le Brésil. Tu ne pouvais pas tenter ça avant. On est d'accord qu'il vous a fallu du temps pour comprendre ça? Oui, il m'a fallu du temps. Comme il a fallu du temps au père Kadji pour créer la Kadji et que nous sommes allés, n'est-ce pas, accompagner à sa dernière demeure ce samedi. Vraiment, paix à son âme, c'était un grand homme, un capitaine d'industrie. Oui, dites-moi, maître Kakak, il y a Biba, Issa, l'UPC qui choisi d'aller avec votre champion. En même temps, Maurice Kamto a UPC Ouest, les militants de l'UPC de l'Ouest, UPC du littoral. Comment comprendre cette fragmentation de l'UPC? Bon, en fait, c'est vrai qu'en venant sur ce plateau... UPCH, UPC Abiba, bon, avec écoutez, Maître Akérem. Je vais vous dire quelque chose de très sincère. Vous savez, je suis un transfert de l'UPC. À l'heure de mon propos tout à l'heure, je vous ai dit que je suis coordonnateur régional de l'Alliance des forces progressistes. Il y a même aussi des militants de l'AFP qui ont rejoint cette coalition Maurice Kamto. En même temps que les militants du PADEC. Dans tous les cas, je vais d'abord répondre à votre question. Oui. Sachez que l'AFP, c'est un parti membre de la plateforme pour la Nouvelle République qui soutient la candidature du bâtonnier Akérem. Vous comprenez? Et vous connaissez la vision politique du candidat Akérem. Vous savez que c'est quelqu'un de très structuré. C'est un grand visionnaire. C'est pour ça qu'il a fait des très bons castings pour aller vers les partis qui peuvent, j'allais dire, lui permettre d'implémenter sa vision politique. Lesquels partis? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Fonga. Allez-y. Vous savez, moi je suis un transfert de l'UPC. Vous le savez très bien. Et je vais vous dire une chose de très sincère. L'UPC a ceci de particulier que depuis de nombreuses années, c'est un parti qui est tiraillé entre deux catégories de militants. Il y a des militants de conviction, ceux qui croient à l'idéologie du parti, ceux qui sont l'UPC des fidèles, ça qu'on fait d'allusion? Je n'aime pas ces appellations. Moi, je préfère me limiter à deux catégories. Les militants de conviction et les militants opportunistes. Les militants de conviction, c'est ceux-là qui mettent l'intérêt supérieur du parti au-dessus de leurs propres intérêts. Il y a maintenant à côté de ces militants de conviction, les militants opportunistes qui utilisent le parti comme une marchandise. Vous comprenez? Oui. Lorsque vous regardez le fonctionnement de Mme Abiba Issa, c'est une femme de conviction que vous connaissez très bien. C'est une femme qui fait partie des militants de conviction de l'UPC. Et c'est ce que le bâtonnier Akérem a compris. C'est pour ça qu'il est allé vers elle. Et heureusement, elle a répondu favorablement. Et je peux vous dire que l'adhésion de l'UPC patriotique
incarné par Mme Abiba, va apporter un plus à la plateforme pour la Nouvelle République. Donc, ce n'est pas une erreur. Maintenant, les Maurice Kamto, qui vous disent aussi qu'ils ont des UP6, je ne sais pas de quel UPC il s'agit, mais je peux vous dire que l'UPC... UPC Ouest. Je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que l'UPC patriotique, vous avez vu dernièrement, peut-être vous n'avez pas vu les images, il y a une semaine, le bâtonnier Akiremouna a fait un déplacement à Boumyebel. Il était dans l'Union Ekele pour rencontrer les militants. C'était un militant de l'UPC. C'était une liesse populaire terrible. C'est vous dire que les militants de base, qui sont des militants de conviction, ont suivi Abiba. Et je suis convaincu que le moment venu, vous allez voir ça au soir du 7 octobre, oui. Cette adhésion de l'UPC patriotique va apporter un plus à la plateforme pour la Nouvelle République. Oui, je vais terminer avec vous, Guy-Hervé Fongan. Est-ce que c'est sur ce type de coalition qu'on attendait les 8 autres? Non, je viens de dire que la montagne a finalement accouché d'une souris. On s'attendait à quelque chose de plus sérieux, de plus costaud. Oui. Aujourd'hui, on a... Quelque chose de plus costaud, c'est-à-dire de plus sérieux, qui fédère au moins les partis qui comptent, des partis qui valent quelque chose, des partis qui ont des militants en dehors des propres présidents eux-mêmes. Donc on a en dehors à l'exception de 1 ou 2 partis sérieux, il n'y a pas d'autres militants qu'on aurait pu avoir. Il n'y a pas de président de parti politique qui ont de vrais militants, qui ont de part derrière eux. Donc c'est regrettable. Et le 7 octobre, le peuple saura faire le choix et je crois que le peuple a compris le message que ces partis politiques envoient auprès des populations. Ok. Éric Masson-Djomo, bonsoir. Bonsoir Serge. 100% foot, c'est tout à l'heure. 100% foot tout à l'heure, bien entendu, avec donc menu des plus alléchants. Nous reviendrons sur la participation du Cameroun, des Lions notables au tournoi de la COSAFA, un tournoi qui se déroule actuellement en terre sud-africaine. Les Lions qui, pour leurs 2 premières sorties, ont pulvérisé le Mozambique tout d'abord et ensuite se sont fait surprendre par la Zambie. Nous reviendrons aussi sur l'actualité au Cameroun avec l'intersaison qui est animée avec les mouvements de joueurs et d'entraîneurs. Emmanuel Doumbé-Bosso, par exemple, annoncé du côté de Stade Renard, de Melon ou encore Richard Towa qui a signé avec Feuille FC de Diko Banjo. Quelles sont les dernières actualités du mercato au niveau du Cameroun? Nous en parlons dans cette édition. Nous reviendrons aussi sur l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football, où toutes les activités sont actuellement bloquées. La finale de la Coupe du Cameroun du football, le tournoi Interpool, les élections à l'Africa Foot, l'adoption des textes, tout cela bloqué à raison de la présidentielle du 7 octobre. Décidément, tout est bloqué. Voilà, merci. Dans un instant, Éric Masson-Djomo dans 100% football. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 19h. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus. La diffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bafou.